Enfin, la vision inconsciente la plus normale et commune est celle qui provient à chaque instant de toutes les parties du champ visuel qui ne sont pas sélectionnées pour la perception. Le monde est rempli d'une infinité d'objets, mais à chaque instant notre attention ne va qu'à un très petit nombre d'entre eux. Dans le champ visuel total, nous sélectionnons seuls les sensas qui nous intéressent, sans observer ni percevoir les autres. Quand la vision est normale, nous pouvons toujours psychiquement et psychologiquement sélectionner les sensas qui en fait ne nous intéressent pas et que nous ne cherchons pas à percevoir. Cette variété de vision inconsciente est, en dernière analyse, volontaire. Si nous ne voyons pas consciemment, c'est simplement parce que nous ne désirons pas voir, que cela ne nous intéresse pas. Cependant, il est d'autres cas où l'inconscience est involontaire, dans lesquels l'esprit est incapable de se rendre compte des sensations visuelles. Quand cela arrive, nous regardons mais ne voyons pas. C'est peut-être dû au fait que rien n'est senti, ou que les sensas sont si indistincts qu'ils ne peuvent être interprétés. Mais tel n'est pas toujours le cas. Parfois, la sensation a lieu et les sensas sont assez distincts pour servir à la perception, mais en fait ils ne sont pas utilisés pour cela, et bien que théoriquement nous puissions voir ce que nous regardons, en réalité nous ne le voyons pas. En tel cas, il existera toujours un certain degré de tension oculaire et mentale qui est souvent en relation avec quelques vices de réfraction, principalement comme cause et secondairement comme conséquence. Il est certain que les sensas, non perçus par des personnes en pareil état de tension, sont plus ou moins faibles et indistincts. Néanmoins, ils peuvent être interprétés et perçus en tant qu'apparence d'objets externes. Le fait qu'ils ne le sont pas est dû à l'état de tension, qui interpose une sorte de barrière entre les yeux qui sentent et l'esprit qui perçoit. Or les sensas, selon la conclusion du Dr Broad après une étude serrée des faits, laissent toujours des traces mnémoniques, qui peuvent dans la suite être ravivées et donner naissance à une image mémorative. Quant à la nature de ces traces mnémoniques ou engrammes, personne jusqu'à présent ne la connaît. Elles peuvent être purement physiques ou purement psychiques, ou les deux à la fois. La seule supposition que nous puissions faire à leur sujet, c'est qu'elles existent et qu'elles peuvent dans des conditions favorables donner lieu à des images mémoratives. L'expérience de ceux qui ont suivi un cours de rééducation visuelle vient encore appuyer l'hypothèse que les sensas laissent des traces et par conséquent peuvent être l'objet d'un souvenir, même s'ils n'ont pas été perçus par l'esprit conscient. Quand des personnes à vision défectueuse jettent un coup d'œil rapide à quelque objet, il arrive souvent qu'elles ne le voient pas du tout ou ne le voient que comme une tache sombre. Mais en se détournant et en fermant les yeux, elles découvriront souvent qu'elles ont une image mémorative de la sensation reçue. Souvent cette image est si ténue qu'elles sont à peine conscientes de sa présence. Mais si ces personnes renoncent à faire des efforts anxieux pour amener cette image dans le champ de la conscience et se contentent de faire au hasard une conjecture sur sa nature, il arrivera souvent que cette conjecture sera juste. De cela nous pouvons conclure que nous pouvons nous rappeler ce que nous avons senti sans le voir vraiment, pourvu seulement que la tension mentale associée au « moi » conscient soit relâchée, à l'aide de l'hypnose ou par d'autres méthodes moins drastiques. Cette condition du relâchement est de la plus haute importance pratique. La tension, nous l'avons dit, érige une barrière entre les yeux qui sentent et l'esprit qui perçoit, mais si les organes de la vue sont mis en état de relâchement, comme on y arrive par les procédés de la paume des mains sur les yeux, palming, de l'exposition au soleil, saaning, et du balancement, swinging, cette barrière s'abaisse, et bien que tout d'abord il puisse être impossible de percevoir la sensation reçue par l'appareil sensitif de l'œil regardant un objet extérieur donné, il devient très facile quand les yeux sont fermés de faire une conjecture exacte quant à la nature de l'image mémorative qui provient des traces laissées par la sensation visuelle. Grâce aux leçons d'un bon maître, vous arriverez sans trop de peine à évoquer dans la conscience les images mémoratives des objets simplement sentis et non réellement vus. Les enfants, moins conscients d'eux-mêmes que les adultes, réagiront particulièrement bien à de tels encouragements et suggestions d'un maître. Par exemple, on montrera à un enfant quelque objet, disons un domino, ou une lettre imprimée, ou un mot, placé à une distance telle qu'il ne puisse voir normalement ces objets.
on lui ordonnera de jeter un coup d'œil rapide à cet objet, puis de fermer les yeux et d'essayer d'attraper le dit objet. L'enfant exécute l'ordre littéralement, lève une main, la ferme sur le vide, puis la baisse et l'ouvre, regarde dans la paume de la main et donne une réponse correcte comme s'il lisait une note écrite. Après quelques exercices pratiques, la barrière entre la sensation et la perception, toujours présente chez les gens dont la vue est défectueuse, est tellement abaissée que la vision inconsciente, ou le ravivement par la mémoire des traces laissées par la sensation, est remplacée par la vision consciente, ou perception de la sensation sur le moment même. Au début, il existe en général un intervalle assez long entre l'acte de la sensation et celui de la perception. Plusieurs secondes peuvent s'écouler avant que la personne puisse dire ce qu'elle a vu. La barrière psychique interposée par la tension entre les yeux et l'esprit a été abaissée mais pas éliminée. Mais, avec le temps, l'intervalle est graduellement raccourci, jusqu'à ce que finalement sensation et perception aient lieu presque simultanément comme cela doit être normalement. Technique pour les coups d'œil rapides, flashing. Le procédé du coup d'œil rapide peut être exercé, comme le balancement, swinging, durant l'activité de la vie quotidienne. Pour ceux dont la vision est défectueuse, la tentation de regarder fixement est toujours forte. Il faut y résister et acquérir l'habitude de jeter de rapides coups d'œil sur les choses, puis en se détournant ou en fermant momentanément les yeux de se rappeler ce que l'œil a senti. Les affiches et les devantures de magasins fourniront un excellent matériel pour exercer les coups d'œil rapides, soit en promenade à pied, soit depuis l'auto ou l'autobus en marche. Tout en jetant sur le monde extérieur des coups d'œil rapides, votre attitude mentale sera celle d'une sereine indifférence. Dans l'exercice du balancement, on laisse les objets passer devant soi sans faire le moindre effort pour les connaître en détail. De même, en jetant des coups d'œil rapides, débarrassez votre esprit de toute anxiété de bien voir et contentez-vous de jeter un regard d'abord à l'extérieur sur l'objet lui-même, puis intérieurement sur l'image mémorative de cet objet. Si l'image intérieure correspond à l'objet extérieur tel que vous le verrez par un second coup d'œil de plus près, tant mieux. Si l'image intérieure ne correspond pas à l'objet mais n'est qu'une tâche, tant mieux aussi. Rien n'est si mauvais pour la vue que la mentalité de compétition, de celui qui veut gagner un prix ou passer un examen. Les efforts du « moi » conscient vont à fin contraire. C'est seulement lorsque vous ne chercherez plus à voir que vous verrez bien. La pratique occasionnelle de ces coups d'œil rapides doit être doublée d'exercices à des moments réservés spécialement dans ce but. Les objets utilisés à cet effet doivent être petits, simples, familiers et de contour net. Voici par exemple quelques procédés efficaces, à l'aide d'un jeu de dominos. Relâchez les yeux par l'application de la paume des mains durant quelques instants, puis saisissez un domino au hasard, tenez-le à bout de bras, examinez-le d'un coup d'œil rapide et fermez les yeux. Même si les points du domino n'ont pas été vus distinctement, il est probable qu'ils ont été notés par l'appareil sensitif des yeux et que la sensation aura laissé une trace qui peut être ravivée par l'image mémorative. Les yeux toujours fermés, énoncez à vous-même le nombre de points que vous supposez avoir vus dans la moitié supérieure du domino puis dans sa moitié inférieure. Ouvrez les yeux alors et s'il le faut rapprochez le domino pour vérifier l'exactitude de votre conjecture. Si elle est juste, tant mieux, si elle est erronée, tant mieux aussi. Prenez un autre domino et recommencez. Le même procédé peut être employé selon un mode plus compliqué. Prenez une douzaine de dominos et rangez-les en série le long du bord d'une table. Asseyez-vous devant eux à une distance convenable encore pour bien les voir. Promenez vos yeux de gauche à droite le long de la série, comptant les dominos aussi vite que possible. Cet exercice combat l'immobilisation des yeux et de l'attention en les soumettant à des changements rapides d'un rythme inaccoutumé. C'est un exercice des plus utiles à lui seul déjà. Puis ramenez la vue sur le premier domino et, tout en fermant les paupières, citez les nombres de points dans les moitiés supérieures et inférieures des dominos successivement. Rouvrez les yeux de nouveau et vérifiez vos conjectures. Ensuite, comptez encore une fois toute la série, et ramenant rapidement le regard sur le deuxième domino, jetez un coup d'œil rapide, fermez les yeux et citez les nombres.
Continuez ainsi à compter et jetez un coup d'œil rapide, jusqu'à ce que vous arriviez au bout de la ligne de domino. Si vos yeux sont myopes et ne voient rien qu'à courte distance, pratiquez cet exercice, au début, à distance suffisante pour bien voir, puis reculez et répétez l'exercice. Une fois familiarisé avec les dominos, vous éliminerez les hasards de réussite dans vos numérations et verrez plus facilement à distance. De cette façon, vous arriverez à augmenter graduellement la portée de votre vision. Quand la vision à distance est aisée et que la vue de près est seule difficile, le procédé doit être renversé. Commencez à une certaine distance, puis rapprochez-vous et recommencez l'exercice. Chapitre 12 Changement de direction de la vue. Shifting. Destiné avant tout à renforcer la mobilité oculaire et mentale, les exercices décrits au précédent chapitre servent aussi, indirectement, à enseigner l'art de la fixation centrale. Ayant appris grâce à ces exercices à maintenir les yeux et l'attention en constante mobilité, et par suite étant moins qu'auparavant handicapés par le vice de la fixité physique et mentale, nous pouvons maintenant, avec plus de sécurité, aborder directement la fixation centrale. Cependant, même maintenant, cet abord ne sera pas absolument direct. Avant de devenir entièrement conscient du fait que nous voyons toujours une petite surface plus distinctement que tout le reste, nous serons bien avisés de prendre quelques simples leçons dans l'art de voir avec continuité et concentration. Le balancement stimule les yeux et l'esprit à faire des mouvements de grande amplitude, les exercices de coup d'œil enseignent la rapidité du mouvement et de la réaction d'interprétation. Il est maintenant nécessaire d'apprendre à opérer des changements rapides dans la direction de la vue, c'est-à-dire des passages continuels du regard entre deux points du champ visuel très rapprochés l'un de l'autre, car la vue attentive, continue et concentrée dépend de ces petits changements de direction des yeux et de l'esprit. Comme je l'ai indiqué auparavant, la structure des yeux et la nature de l'esprit sont ainsi conformées que la vision normale ne peut avoir lieu sans des passages continuels du regard d'un point donné à un autre point très proche du champ visuel. En regardant un objet quelconque continuellement et attentivement, les gens dont la vision est normale impriment inconsciemment à leurs yeux et à leur attention une série de petits mouvements presque imperceptibles d'un point à un autre du dit objet. Au contraire, les gens dont la vision est défectueuse réduisent considérablement le nombre de ces mouvements et tendent à regarder fixement. Il est donc nécessaire qu'ils se forgent consciemment cette habitude de changer continuellement la direction de la vue par de tout petits mouvements des yeux, habitude qu'ils avaient acquise inconsciemment dans l'enfance et qu'ils ont perdue dans la suite. Vision analytique. Le meilleur moyen d'y arriver est d'apprendre à regarder en l'analysant tout objet que vous considérez avec attention. Ne regardez pas fixement, ne tentez pas de voir toutes les parties de cet objet en même temps avec une égale précision. Au contraire, cherchez à le voir, pièce par pièce, et une seule à la fois, sentant et percevant ainsi successivement toutes ses parties composantes. Par exemple, en regardant une maison, notez le nombre des cheminées, fenêtres et portes. Suivez des yeux sa silhouette sur le ciel. Laissez votre regard errer horizontalement le long des gouttières et verticalement en haut et en bas des murs entre les fenêtres, et ainsi de suite. Cette espèce de regard analytique est à recommander dans toutes les méthodes destinées à renforcer la mémoire et la concentration. Cela permet au spectateur de se former des concepts mentaux précis de ce qu'il a vu. Au lieu de fixer et de se rappeler vaguement une image à laquelle il donne le nom de « maison », ce spectateur qui regarde analytiquement sera capable de vous citer nombre de particularités intéressantes et importantes au sujet de cette maison, par exemple qu'elle a 4 fenêtres et une porte d'entrée au rez-de-chaussée, 5 fenêtres au premier étage, une cheminée à chaque bout et des tuiles sur le toit. Cette connaissance détaillée de la maison, résultant du regard analytique, tendra à améliorer la vision de ce même objet en d'autres occasions. Car nous voyons avec le plus de précision les choses qui nous sont familières et l'augmentation des concepts que nous avons d'un objet tend à renforcer la sensation de cet objet à l'avenir.
Nous voyons ainsi que le regard analytique non seulement améliore la vision en contraignant les yeux et l'esprit à des mouvements continuels d'un point à un autre, mais qu'il contribue aussi à perfectionner la vision à l'avenir, en augmentant les notions conceptuelles de l'objet envisagé, le rendant ainsi plus familier et par conséquent plus facile à sentir et percevoir. Le procédé du regard analytique peut être appliqué avec avantage même à des objets aussi familiers que des lettres, des chiffres, des annonces, et le visage de nos parents et amis. Si bien que nous croyons connaître ces objets, certainement nous constaterons, en prenant la peine de les regarder analytiquement, que nous pouvons les connaître encore beaucoup mieux. En regardant des lettres ou des chiffres, suivez des yeux leurs contours, observez la forme du fond qui les entoure et qui l'entoure, comptez le nombre des coins sur une lettre majuscule ou un grand chiffre. En faisant cela, les yeux et l'attention seront contraints d'opérer un grand nombre de petits changements de direction du regard, ce qui améliorera la vision, et en même temps, vous apprendrez un grand nombre de faits jusqu'alors méconnus et dont la connaissance contribuera plus tard à renforcer la qualité et la rapidité de vos sensations. Les personnes de vue défectueuse manifestent cette tendance du regard fixe spécialement au cours de la conversation avec leurs semblables. Les visages sont très importants pour nous, puisque c'est par l'observation du jeu de la physionomie que nous acquérons de précieuses notions sur les pensées, les sentiments et dispositions des gens de notre entourage. Pour obtenir cette information, les personnes dont la vue est mauvaise font les plus grands efforts pour voir le visage de leurs interlocuteurs. En d'autres termes, ils regardent alors encore plus fixement que d'habitude. Il en résulte du désagrément et de l'embarras chez les gens ainsi dévisagés et une médiocre vision pour celui qui cherche à voir. Le remède, c'est le regard analytique. Ne regardez pas les visages fixement, dans le vain espoir d'en voir chaque partie avec autant de clarté que toutes les autres. Au lieu de cela, changez rapidement la direction de vos regards sur le visage contemplé, d'un œil à l'autre, d'une oreille à l'autre, de la bouche au front. Vous verrez ainsi plus clairement les détails et l'expression de ce visage, et en même temps, pour la personne que vous contemplez, vous n'aurez pas l'air de regarder fixement, mais de l'envisager d'une manière aisée et relâchée, avec des yeux auxquels ces rapides et petits changements de direction donneront l'éclat et l'aspect pétillant de la mobilité. Cette habitude de petits changements continuels dans la direction du regard, shifting, doit être développée en toute occasion au cours de l'activité quotidienne, quand les yeux doivent travailler longtemps et avec concentration, soit de près, soit de loin. Il existe aussi certains exercices qu'il est bon de pratiquer à des moments réservés spécialement à cet usage. Les maîtres de l'art de voir ont inventé un nombre considérable d'exercices de changement de direction de la vue, shifting, tous efficaces pourvu qu'ils soient pratiqués convenablement. Ici je n'en mentionnerai qu'un seul, remarquable dans son genre, proposé par Madame Margaret D. Corbett et décrit dans son livre « Comment améliorer vos yeux ». Pour pratiquer cet exercice, le seul matériel nécessaire est une feuille de ces grands calendriers, où le mois courant est imprimé en grands caractères à travers la partie supérieure de la page, tandis que les mots précédents et suivants sont indiqués au bas de la page, en caractères beaucoup plus petits. Par ces caractères de dimensions différentes, une telle feuille présente presque autant d'avantages que les tables graduées de Snellen, utilisées par les oculistes pour examiner la vue. Pour autant qu'une série de nombres consécutifs ne favorise pas le hasard dans l'examen, une telle feuille ne possédera aucun des désavantages des tables de Snellen, à savoir le défaut de familiarité et le dessein de déconcerter, de tromper, presque toujours présent à l'esprit de ceux qui inventent ces moyens d'examiner la vue. Puisque notre but n'est pas d'examiner mais de perfectionner la vue, nous ferons bien d'employer pour ces exercices les objets les plus familiers, qui par là même soient bien visibles et créent la confiance. Un calendrier remplit parfaitement ces conditions et présente en outre le mérite de ne pas faire appel aux souvenirs désagréables de la table de Snellen. La plupart des enfants et beaucoup d'adultes n'aiment plus ces examens des yeux et deviennent si nerveux à ce moment qu'ils voient beaucoup plus mal que d'habitude. Par suite, la table de Snellen est pour eux comme entourée d'un nimbe déplaisant, qui en fait un objet des moins visibles. C'est pourquoi les tables de Snellen ne doivent servir à l'éducation visuelle que pour les gens chez qui elles ne provoquent pas d'émotion et seulement si l'on est entièrement familier avec les lignes graduées, des plus grandes aux plus petites.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la table de Snellen peut facilement donner lieu à de l'anxiété et de la tension. Un bon maître observera la tendance de l'élève à la tension mentale et prendra les mesures destinées à la prévenir. Par conséquent, un bon maître pourra toujours utiliser avec sécurité la table de Snellen pour l'éducation visuelle, tandis que l'autodidacte fera mieux d'employer, surtout au début, un autre matériel d'entraînement. L'exercice avec le calendrier. En travaillant avec le calendrier, nous commencerons par mettre en état de relâchement l'esprit et les yeux, par un procédé très semblable à celui qu'on emploie dans l'un des exercices avec domino. Suspendez le calendrier à une paroi à la hauteur de vos yeux quand vous êtes assis. Veillez à ce que la feuille de calendrier soit bien éclairée par lumière solaire directe ou réfléchie, ou, si le soleil ne luit pas, à la lumière ordinaire du jour ou par une forte lampe. Asseyez-vous sur une chaise en face, à distance convenable pour voir sans difficulté les grosses lettres. Appliquez quelques instants la paume des mains sur les yeux, palming, puis mettez-vous à l'œuvre comme suit. Tournez la tête à gauche comme si vous regardiez par-dessus l'épaule, puis ramenez-la doucement et pas trop vite, jusqu'à ce que le regard s'arrête sur le chiffre 1 du grand calendrier. Prenez note du chiffre, puis fermez les yeux, respirez profondément et librement tout en balançant légèrement la tête pour maintenir régulier le rythme de la respiration. Après quelques secondes, tournez la tête comme pour regarder sur l'épaule droite, rouvrez les yeux et ramenez-les sur le chiffre 2. Fermez de nouveau les yeux, tournez la tête à gauche et ramenez les yeux sur le chiffre 3, et ainsi de suite. En ramenant les yeux le long de la ligne vers le chiffre choisi, laissez toujours le regard errer dans l'espace blanc sous le caractère imprimé. Une surface blanche, servant de fond à des lettres ou des chiffres imprimés, ne présente pas de difficulté à l'esprit qui l'interprète et ne saurait donc constituer une source de tension. Par conséquent, lorsque le regard se meut le long de l'interligne blanc droit au-dessous de la ligne imprimée, l'esprit atteint son objectif dans un état de relâchement, avec le résultat que l'attention et les yeux opèrent dans les meilleures conditions leur travail de petits changements rapides de direction et de fixation centrale. Après avoir passé en revue tout le mois ou une partie seulement, selon le temps dont vous disposez, appliquez quelques instants la paume des mains sur les yeux et passez à la phase suivante de l'exercice. Comme cette phase exige une vue plus attentive que l'exercice précédent, vous serez tenté plus que d'habitude de retenir votre respiration. Résistez à la tentation et durant toute la durée de l'exercice continuez à respirer consciemment un peu plus profondément que normalement. Jetez un coup d'œil au chiffre 1 du grand calendrier, puis abaissez les yeux sur le chiffre correspondant du petit calendrier au bas de la feuille à gauche. Ne le regardez qu'un moment, puis fermez les yeux de nouveau sur le chiffre 1 du grand calendrier et abaissez-les sur le chiffre 1 du petit calendrier à droite. Fermez les yeux de nouveau d'une façon lâche tout en continuant à respirer régulièrement. Puis rouvrez les yeux cette fois sur le chiffre 2 du grand calendrier, laissez-les tomber sur le chiffre 2 du petit calendrier à gauche. Fermez les yeux, respirez, rouvrez-les sur le grand 2 et laissez tomber le regard sur le petit 2 à droite. Fermez de nouveau, respirez et continuez de la même façon avec les nombres suivants, soit jusqu'à la fin du mois, soit, si l'exercice paraît fatigant, jusqu'à la fin de la première ou de la deuxième semaine. Au début, il peut être difficile de voir les nombres en petits caractères. S'il en est ainsi, ne vous attardez pas sur eux et ne vous efforcez pas de les voir. Adoptez alors la technique décrite à propos des coups d'œil rapides, flashing. Regardez sans effort et sans y porter votre attention le petit chiffre, puis durant les brefs instants de fermeture des paupières, observez s'il existe quelque image mémorative de ce chiffre. Vous serez aidé dans cette recherche de l'image indistincte du petit chiffre par votre souvenir plus précis du chiffre plus grand mais exactement semblable. Sachant bien ce que vous devez avoir vu, vous finirez par voir ce chiffre réellement, d'abord inconsciemment peut-être comme l'image mémorative d'un objet qui n'a été senti que confusément, puis consciemment et avec une précision croissante au moment de la sensation. Après un intermède de palming, abordez la phase suivante de l'exercice. Les yeux étant fermés, pensez à n'importe quel nombre entre 1 et 31. Disons que vous commandiez par pensée au chiffre 17.
Ouvrez les yeux et, aussi rapidement que possible, cherchez le chiffre 17 d'abord sur le grand calendrier puis sur le petit à gauche. Fermez les yeux et respirez. Puis rouvrez-les sur le grand 17 pour les laisser tomber sur le petit 17 à droite. Fermez de nouveau, respirez, pensez à un autre nombre et continuez de la même façon. Après 10 ou 12 répétitions, vous serez prêt à passer à la phase suivante. Dans cette quatrième phase, nous revenons aux petits et rapides changements de direction du regard, que nous apprenons à exercer systématiquement, avec un déplacement du regard rythmique et de faible amplitude, sur des objets tels que des lettres et des chiffres. Regardez le grand 1. Faites attention d'abord au sommet du chiffre puis à sa base, puis regardez de nouveau le sommet pour repasser à la base, en haut et en bas 2 ou 3 fois. Après cela, fermez les yeux doucement et respirez profondément sans effort. Puis rouvrez les yeux et répétez l'exercice sur le grand chiffre 2. Après avoir ainsi examiné la moitié du mois, passez à l'un des petits calendriers et recommencez, en rapprochant un peu votre chaise s'il est nécessaire. Il faut varier l'exercice parfois en opérant les changements de direction du regard dans le sens horizontal, allant d'un côté à l'autre du chiffre au lieu de le faire verticalement du sommet à la base. En outre, ne vous limitez pas seulement aux chiffres. Travaillez aussi sur les lettres, lundi, mardi, etc. Effectuez les changements de direction de la vue, de la base au sommet de ces lettres et d'un côté à l'autre, et aussi en diagonale d'un coin à l'autre des grandes lettres pourvues d'angles. Les lettres et chiffres sont les objets les plus familiers dans notre monde artificiel et ceux qu'il nous importe le plus de voir exactement. C'est pourquoi il est nécessaire qu'en regardant ces objets nous prenions l'habitude des petits changements continuels dans la direction du regard, small scale shifting. L'exercice conscient de ces petits mouvements des yeux créera finalement un automatisme bienfaisant. Chaque fois que nous regarderons un chiffre ou une lettre, nous tendrons inconsciemment et automatiquement à exercer ce shifting, à petite échelle, qui contraint l'esprit et les yeux à travailler au moyen de la fixation centrale, ce qui améliore notre sensation, notre perception et leur produit final qui est la vision. Dans les chapitres traitant de l'aspect mental de la vue, je décrirai des méthodes qui combinent les petits changements de direction du regard avec des techniques de développement de la mémoire et de l'imagination, ce qui donne un résultat encore meilleur. Mais même dans sa forme simple, telle que je l'ai décrite dans les paragraphes précédents, le procédé du shifting est remarquablement efficace. En pratiquant ces exercices du calendrier, vous serez frappé de constater à quel degré la vue est améliorée par l'usage de ce procédé des changements rapides et continuels du regard. La lettre ou le chiffre qui paraissait si obscur et flou au premier regard, vous les verrez exactement en changeant quelquefois votre attention de la base au sommet ou d'un côté à l'autre de l'objet. La même technique doit être transposée dans la vie quotidienne. Quand vous êtes en présence de lettres ou chiffres difficiles à distinguer nettement, appliquez-leur le procédé du shifting et ils tendront à s'éclaircir, leurs contours devenant plus précis. Cette sorte de changement du regard équivaut simplement à un regard analytique exercé selon un rythme régulier. Or un mouvement cadencé, rythmique, est toujours reposant, même s'il n'est répété que peu de fois et c'est ce relâchement qui explique la grande amélioration de la vue obtenue par cette méthode des petits mouvements continuels et rapides des yeux, dirigeant le regard d'un point donné à un autre point rapproché du champ visuel. Malheureusement, il est impossible d'appliquer ce procédé à toutes les classes d'objets. Il est facile de le pratiquer sur des objets petits, à contours nets et très familiers tels que les lettres et chiffres. Mais si l'objet est grand, peu familier, en mouvement, ou de contours indéterminés, le procédé est alors impraticable, pour la simple raison qu'il n'existe pas de limite clairement définie, de points de repère nets, entre lesquels on puisse opérer les changements répétés du regard, et même si ces limites existent, la surface couverte par les yeux dans leurs petits mouvements restera si exiguë en comparaison de la surface totale de l'objet qu'une notion plus exacte de cette petite surface ne nous fera pas mieux connaître l'objet entier. Par conséquent, en cas d'objet de grande dimension, indéterminé et non familier, la meilleure technique du regard reste le regard rapide, analytique, sans répétition rythmée.
L'efficacité de ce regard analytique peut être renforcée en comptant les divers traits saillants de ces objets, et n'essayez pas d'en dresser la liste exacte, ce qui importe n'est pas de connaître leur nombre réel, mais que l'attention en découvre un grand nombre et les observe. Ainsi, comptez en seulement 3 ou 4, puis glissez sur les autres et supputez leur nombre total, sans vous soucier qu'ils soient justes ou faux. Votre but est de voir avec plus de précision et il sera atteint si, sous le prétexte de compter, les yeux et l'attention sont stimulés dans leurs rapides et petits changements de direction, dans leurs actes successifs de fixation centrale. Et maintenant, ayant appris à rendre la fixation centrale habituelle et automatique, abordons le dernier terme de cette longue série d'exercices, dans la pleine conscience du fait que nous ne voyons très bien qu'une petite partie de l'objet regardé. Pour beaucoup de ceux qui ont entrepris ces exercices, il ne sera pas nécessaire d'en venir à ce dernier terme, pour la bonne raison qu'ils ont déjà acquis la conscience de ce fait. Il est vraiment difficile de voir les choses analytiquement ou de pratiquer le procédé du small scale shifting sans découvrir le phénomène de la fixation centrale. Ceux qui n'auront pas encore fait cette découverte peuvent maintenant, sans aucun risque d'effort ou de tension, se convaincre de la constance de ce phénomène de la manière suivante. Tenez l'index de chaque main relevé à 50 cm environ en face de votre visage, avec une distance entre eux de 45 cm environ. Regardez d'abord l'index droit, vous le verrez plus distinctement que le gauche qui est aperçu à l'extrême bord du champ visuel. Ensuite, tournez la tête et fixez l'index gauche que vous verrez aussitôt plus distinctement que le droit. Maintenant, rapprochez les index tout près l'un de l'autre. Regardez de l'un à l'autre lorsqu'ils sont écartés de 30 cm, puis de 15 cm, puis de 7 à 8 cm, puis de 2 à 3 cm et enfin lorsqu'ils sont contigus. Dans tous ces cas, l'index fixé et objet de l'attention sera vu plus distinctement que l'autre. Répétez le même procédé sur un caractère imprimé, disons sur un grand E d'un titre de journal. Fixez d'abord la barre supérieure du E en remarquant qu'elle apparaît plus précise et plus noire que les deux autres barres du E, puis portez votre attention sur la barre inférieure en observant qu'elle est la plus noire des trois. Faites de même avec la barre du milieu. Ensuite, choisissez un nœud plus petit sur la page du journal et répétez l'exercice. Vous constaterez, si les yeux et l'esprit ont réellement perdu leur mauvaise habitude de regarder fixement, que même avec une petite lettre vous percevrez avec plus de netteté la barre sur laquelle vous portez votre attention que les deux autres. Vous arriverez ainsi à distinguer nettement la partie supérieure de la partie inférieure d'une très petite lettre et vice-versa. Plus la vue est parfaite, plus petite sera la surface vue avec le maximum de précision. Pour confirmer le fait de la fixation centrale, on peut renverser le procédé ci-dessus décrit et faire de son mieux pour voir chaque partie d'une grande lettre ou tous les traits d'une figure amie, avec le maximum d'exactitude simultanément. Il en résultera presque aussitôt une sensation d'effort et une vision moins bonne. On ne peut impunément tenter de réaliser une chose qui est impossible aussi bien physiquement que psychiquement. Cependant, c'est là précisément ce que la personne affligée d'une mauvaise vue fait constamment, quand elle regarde avec une attention anxieuse les objets qui l'entourent. Lorsqu'enfin l'expérience vous aura convaincu de ce fait et de son corollaire qu'il ne peut y avoir de bonne vision que si les yeux et l'attention accomplissent successivement d'innombrables actes de fixation centrale, jamais plus vous ne serez tenté de regarder fixement, de faire des efforts pénibles pour chercher à voir. La bonne vision ne s'obtient pas par des efforts, elle est donnée à tous ceux qui auront appris à mettre leurs yeux et leur esprit en état de passivité alerte, de relaxation dynamique. Chapitre 13. L'aspect mental de la vue. Les yeux nous pourvoient de sensations visuelles qui constituent la matière première de la vue. L'esprit s'empare de ces produits bruts pour les façonner en produits finis, soit en vision normale des objets extérieurs. Quand la vue n'est pas normale, le défaut peut en ressortir à deux catégories de causes principales, physiques et mentales. Les yeux, ou le système nerveux en connexion avec eux peuvent subir des lésions accidentelles ou des maladies et dans ce cas l'approvisionnement de matières premières pour la vision est coupé à sa source. Dans l'autre catégorie, l'efficacité de l'esprit comme interprète des sens bruts peut être entravée par un grand nombre de troubles psychiques.
Quand cela arrive, l'efficacité de l'œil, en tant qu'appareil sensitif, est aussi compromise, car l'organisme humain, esprit et corps, ne forment qu'un seul tout, si bien qu'un mauvais fonctionnement psychique rejaillit en un mauvais fonctionnement physiologique. Quand la fonction physiologique de l'œil est entravée, la qualité de la matière première fournie est en baisse, et cette baisse de qualité réagit fâcheusement à son tour sur la fonction psychique qui travaille sur cette matière première. Les oculistes orthodoxes se contentent de pallier les symptômes d'une vue défectueuse à l'aide de ces précieuses béquilles que sont les lunettes. Ils n'opèrent que sur l'appareil sensitif de l'œil et ignorent complètement l'action sélective et perceptive de l'esprit dans l'acte de voir. Il est évident que tout traitement rationnel, vraiment étiologique, des débuts de la vue doit tenir compte de l'aspect mental de la vue. Dans la méthode de rééducation visuelle du Dr Batt et de ses disciples, on tient compte avec raison non seulement de l'œil fournisseur de la matière première, mais aussi de l'esprit qui fabrique le produit fini. Parmi les facteurs psychiques qui entravent l'esprit dans son travail d'interprétation, les uns sont en relation étroite avec le processus de la vue et de la perception, tandis que d'autres ne le sont pas. Dans cette dernière catégorie, nous placerons toutes les émotions négatives qui sont une source abondante de mauvais fonctionnement et finalement de maladies organiques dans toutes les parties de l'organisme, y compris les yeux. À la première catégorie appartiennent certaines émotions négatives en relation spéciale avec la vue et certaines défaillances de la mémoire et de l'imagination, défaillances qui handicapent l'esprit en tant qu'interprète des sens. Nous dépasserions le but de ce petit livre en discutant des méthodes qui permettent d'éviter ou de dissiper les émotions négatives. Je ne peux que répéter en d'autres termes ce que l'on a déjà dit précédemment. Lorsque le « moi » conscient est affecté outre mesure par des émotions telles que la crainte, la colère, les tourments, les chagrins, l'envie ou l'ambition, il est probable que l'esprit comme le corps en souffriront. La fonction psychophysique qui en souffrira le plus généralement est celle de la vue. Les émotions négatives entravent la vue, en partie par action directe sur les systèmes nerveux, endocrines et circulatoires, en partie par diminution de l'efficacité de l'esprit. Il est littéralement vrai que l'on peut être aveuglé par la rage, que sous l'effet de la peur la vue s'obscurcira ou les objets vacilleront devant les yeux, que les tourments et tracas peuvent obnubiler quelqu'un au point qu'il cesse de voir et entendre convenablement, cause fréquente d'accidents sérieux. Et les effets de ces émotions négatives ne sont pas seulement transitoires, momentanés. Pour peu qu'elles soient intenses et assez prolongées, les émotions négatives telles que les fortes préoccupations, un chagrin d'amour, un échec dans un concours, etc. peuvent provoquer chez les victimes des troubles organiques sérieux, par exemple un ulcère gastrique, une tuberculose ou une maladie des coronaires. Elles peuvent aussi causer une perturbation durable dans le fonctionnement physique et mental des organes visuels, perturbation qui se manifeste par une tension mentale, neuromusculaire, et par des vices de réfraction. Tous ceux qui aspirent donc à une vue normale devraient tout faire pour éviter ou écarter ces émotions pernicieuses et en attendant devraient apprendre l'art de voir, grâce auquel ils pourront supprimer totalement ou partiellement les effets désastreux de telles émotions pour les yeux et l'esprit. Il n'est pas nécessaire, ici, d'en dire davantage sur ces obstacles mentaux à la vision normale, obstacles sans relation directe avec l'acte de voir. Pour un exposé détaillé des émotions négatives et de leurs méthodes de traitement, il faut s'adresser aux psychiatres, aux moralistes, et à ceux qui ont traité de la religion ascétique et mystique. Dans une introduction à l'art de voir, je ne peux que mentionner le problème et passer outre. Maintenant, il nous faut envisager les obstacles mentaux à une vision normale, qui sont liés intimement au processus visuel. Nous avons déjà mentionné certaines émotions négatives que les gens dont la vue est anormale associent fréquemment à l'acte de voir. Ainsi j'ai décrit la peur de la lumière et les moyens d'y remédier. J'ai mentionné aussi cette avidité de voir, cette anxiété excessive de bien voir, qui aboutit à une mauvaise direction de l'attention et à la fixité tant mentale que physique, et j'ai traité tout au long des méthodes qui permettent de modifier ces mauvaises habitudes et de chasser les émotions fâcheuses qui en sont responsables.
Je passerai maintenant à une autre crainte, celle de ne pas voir convenablement, crainte intimement liée à l'acte de voir dans l'esprit des personnes dont la vue est défectueuse et responsable jusqu'à un certain point de la persistance de ces défauts visuels. Voyons quelle est l'origine de cette phobie. L'art de voir naturellement, normalement, s'acquiert inconsciemment durant la première et la seconde enfance. Dans la suite, en raison de maladies organiques ou plus souvent de la tension mentale, le bon fonctionnement de la vision vient à se perdre, remplacé par un fonctionnement anormal, contre nature, l'esprit perd son efficacité d'interprète, la structure physique de l'œil est déformée, ce qui entrave la vue. Cette vision réduite donne lieu, le plus souvent, à une certaine appréhension chronique, la personne accoutumée à mal voir redoute de voir mal à l'avenir. Dans l'esprit de nombreux patients, cette crainte anticipée atteint le degré de la conviction pessimiste, fixée et intense, que dès lors la vision normale est devenue impossible pour eux. Une telle attitude a une action paralysante sur les yeux et l'esprit. En toute occasion nouvelle, ils ont à l'avance peur de ne pas voir ou sont certains qu'ils ne verront pas. Le résultat très naturel, c'est qu'ils ne voient pas. La foi permet à l'homme de soulever des montagnes. Inversement, la conviction de son incapacité l'empêchera de soulever même une paille. Dans la vue, comme pour toutes les autres activités de l'esprit et de l'organisme, il est essentiel, si nous voulons agir convenablement, de cultiver une attitude de confiance combinée à une certaine indifférence-confiance dans notre capacité de réussir l'acte en question et indifférence à l'égard d'un échec possible. Nous devons avoir la certitude que nous pouvons réussir finalement, si nous employons les moyens adéquats et faisons preuve d'une patience suffisante, et nous ne devons pas ressentir de désappointement ou de vexation si une fois nous avons un échec. La confiance non tempérée d'indifférence peut être presque aussi désastreuse que le manque de confiance, car si nous avons la certitude de réussir et sommes très désappointés et déprimés à chaque échec, la confiance deviendra une source d'émotions négatives, qui à leur tour augmenteront les risques d'échec. Pour la personne dont la vue est inférieure à la normale, l'attitude mentale correcte peut être exprimée dans les termes suivants: je sais théoriquement que la vision défectueuse peut être améliorée, je suis certain qu'en apprenant l'art de voir, je réussirai à perfectionner ma propre vision, et il est très probable que je verrai mieux à l'avenir, mais si mes espérances ne sont pas entièrement réalisées, je n'en serai pas malheureux ni très affecté et continuerai mes exercices jusqu'à ce que ma vision s'améliore. Chapitre 14 Mémoire et imagination. La capacité de perception dépend, comme je l'ai montré antérieurement, du degré, de la nature et de la valeur des expériences passées. Or les expériences anciennes n'existent pour nous que dans la mémoire. C'est pourquoi il est vrai de dire que la perception dépend de la mémoire. L'imagination est en relation étroite avec la mémoire, on peut la définir comme la capacité de regrouper les souvenirs en combinaisons nouvelles, de telle sorte que ces constructions mentales diffèrent de toutes les expériences faites dans le passé. L'imagination comme la mémoire joue un rôle dans la capacité de l'esprit d'interpréter les sensats, et l'expérience quotidienne nous montre combien cette action de l'imagination et de la mémoire sur la perception et la vision est importante. Nous voyons les objets familiers plus nettement que les objets dont nous ne possédons pas un stock de souvenirs. Et quand notre imagination est plus active que d'ordinaire sous l'effet de l'émotion ou de l'excitation, il arrive souvent que nous interprétions les sensats comme manifestations d'objets dont notre imagination s'occupe activement, plutôt que comme manifestations d'objets réels du monde extérieur. La vieille légère, qui ne peut lire sans lunettes, peut voir suffisamment pour enfiler son aiguille à l'œil nu. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît mieux les aiguilles que les lettres imprimées. Dans le livre qu'elle est en train de lire, une personne de vision normale tombe sur un mot technique, étrange, polysyllabique, ou sur une phrase en langue étrangère qu'elle ignore. Les lettres qui composent ces mots sont bien les mêmes que celles du reste du livre et pourtant cette personne trouve qu'elles sont certainement plus difficiles à lire. Pourquoi ? Parce que le reste du livre est du français ordinaire, tandis que les mots illisibles seront en allemand, en russe, ou en jargon gréco-latin d'une science quelconque.
Un homme capable de travailler toute une journée à son bureau sans fatigue excessive des yeux est harassé par une heure de musée et rentrera à la maison avec des céphalées à lui fendre le crâne. Pourquoi ? Parce qu'à son bureau il suit une routine régulière et que ses yeux opèrent sur des mots et des formes qu'il voit habituellement chaque jour, tandis qu'au musée tout est étrange, nouveau et exotique. Ou bien prenez le cas d'une dame qui a la terreur des serpents et prendra pour une énorme vipère ce qui pour toute autre personne ne sera qu'un bout de tuyau de caoutchouc. Sa vue, vérifiée avec la table de Snellen, est pourtant normale. Pourquoi donc voit-elle quelque chose qui n'est pas là réellement ? Parce que son imagination a pris l'habitude d'utiliser de vieux souvenirs de serpents pour construire des images alarmantes de ces animaux et parce que, grâce à cette imagination, son esprit a mal interprété les sens liés au tube de caoutchouc, de telle manière qu'elle a vu avec certitude une vipère. De tels exemples, que l'on pourrait multiplier presque indéfiniment, démontrent indubitablement que la perception et donc la vision dépendent de la mémoire et à un moindre degré de l'imagination. Nous voyons le mieux les choses dont nous possédons un bon stock de souvenirs. Et, toutes choses égales d'ailleurs, la vision sera d'autant meilleure que ces souvenirs seront plus exacts et que la connaissance fournie par eux sera plus complète et analytique. En réalité, la vision peut être meilleure, même si les autres conditions ne restent pas identiques. Ainsi, un vieux professionnel du microscope pourra présenter une vue, mesurée avec les tables de Snellen, plus mauvaise que celle de son élève de première année. Néanmoins, quand il regarde dans l'instrument, il pourra voir la coupe, grâce à ses souvenirs exacts d'objets similaires, avec beaucoup plus de précision que l'élève novice. Ce fait que la perception et la vision dépendent largement des expériences anciennes enregistrées par la mémoire a déjà été reconnu depuis des siècles. Mais je crois pouvoir affirmer que le Dr W. H. Batt fut la première personne à porter sérieusement l'attention sur les corollaires utilitaires et thérapeutiques de cette vérité. C'est lui qui posa le premier la question, comment faire servir à l'amélioration de la vue cette relation de dépendance entre la perception et la vue d'un côté et la mémoire et l'imagination de l'autre. Après avoir posé la question, il n'eut de repos jusqu'à ce qu'il lui ait trouvé un certain nombre de réponses simples et pratiques. Ses disciples ont étudié le même problème durant des années et eux aussi ont inventé des procédés qui visent à l'amélioration de la vue par action sur la mémoire et l'imagination. Ici j'énumérerai quelques-uns de ces procédés parmi les plus efficaces. Mais auparavant, disons quelques mots des principaux caractères de cette mystérieuse activité mentale qu'est le souvenir. La mémoire ne travaille pas bien dans un état de tension et ce fait important domine les relations de la mémoire avec la perception et la vision. Chacun sait par expérience qu'on peut oublier un nom et faire de vains efforts pour se le rappeler. À ce moment, si l'on est sage, on renoncera à ces efforts pour se souvenir et on laissera l'esprit se mettre en état de passivité vigilante, il y a bien des chances alors que le nom réapparaîtra dans la conscience au moment où on le cherche le moins. Il semblerait que la mémoire fait son meilleur travail lorsque l'esprit est en état de relaxation dynamique. L'expérience a enseigné à la plupart des gens qu'il existe une corrélation entre une bonne mémoire et la relaxation dynamique de l'esprit, état qui tend toujours à s'accompagner également de la relaxation dynamique du corps. Ils ne se sont jamais formulé ce fait explicitement, mais ils le connaissent inconsciemment, ou, pour être plus précis, ils agissent comme s'ils le connaissaient. Quand ils cherchent à se rappeler quelque chose, instinctivement ils se détendent, se laissent aller, parce qu'ils ont appris, au cours d'innombrables répétitions de l'acte du souvenir, que cette condition de relâchement est la plus favorable au bon fonctionnement de la mémoire. Or cette habitude de relaxation pour se souvenir persiste en de nombreux cas, même lorsque de mauvaises habitudes de tension mentale et physique se sont développées en relation avec d'autres activités telles que la vue. Par conséquent, il arrivera souvent qu'au moment de se souvenir les personnes se mettent automatiquement et inconsciemment en état de relaxation mentale dynamique, état propice non seulement à la mémoire, mais aussi à la vision. Telle serait l'explication du fait, observé d'abord par le Dr Batt, mais facile à vérifier par quiconque est prêt à en remplir les conditions nécessaires, que le simple acte de se souvenir clairement de quelque chose produit aussitôt une amélioration de la vue.
Dans certains cas de vue défectueuse, l'état de tension mentale et physique atteint un tel degré que les patients ont perdu l'habitude de se relâcher, même dans l'acte du souvenir. Le résultat, c'est qu'ils ont la plus grande peine à se rappeler quelque chose. Des maîtres expérimentés de la méthode BAT m'ont cité des élèves qui vinrent à eux, incapables de se rappeler après 10 secondes s'ils avaient regardé des lettres, des chiffres ou des images. Aussitôt que les yeux et l'esprit se furent quelque peu relâchés grâce au procédé du palming, scanning, swinging et shifting, la capacité de se souvenir fut restaurée. L'imperfection de la vue et l'état d'imbécilité apparente dans lequel l'impuissance de se souvenir les avait plongés était due à la même cause fondamentale, mauvais fonctionnement associé à un haut degré de tension mentale et neuromusculaire. Heureusement, de tels cas sont peu fréquents et la majorité des personnes à la vue défectueuse, provenant partiellement ou totalement de tensions mentales et physiques, conservent néanmoins la bonne habitude, acquise inconsciemment par les enseignements de l'expérience quotidienne, de se relâcher, se laisser aller, chaque fois qu'elles accomplissent l'acte de se souvenir. C'est pourquoi il est possible chez la plupart des individus d'utiliser la mémoire comme un facteur de relaxation du corps et de l'âme, et par là même de renforcer la vision. Supposons qu'une personne à la vue défectueuse regarde une lettre imprimée et ne réussisse pas à la voir distinctement. Si elle ferme les yeux, se laisse aller, pense à quelque chose de facile à se rappeler et s'en souvient clairement, elle constatera en rouvrant les yeux que la vision s'est nettement améliorée. Puisqu'il est impossible de se rappeler clairement quoi que ce soit sans détente, relâchement de l'esprit, l'amélioration de la vision fera suite à tout souvenir d'un objet ou épisode, même s'ils n'ont aucune relation avec la chose que l'on désire voir.